Ah, Guillemette. Il faut peut-être mettre le casque pour avoir les traductions. Jean-Pierre. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter cette sublime table. Nous allons commencer par le producteur, Dimitri Rassam. Julien de Saint-Jean. Et Bastien n'est pas là. Il est en route. Il s'est perdu sur le chemin. Alors donc, théoriquement, Bastien Bouillon. Après, nous avons un certain Laurent Lafitte, messieurs. Monsieur Pierre Ninet. Anna Maria Vartolomei. Anaïs de Moustier. Et ensemble, d'un même élan, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, les réalisateurs. Alors, je vais lancer une première question et après, vous allez tous lever le doigt, etc. Alors déjà, première question, un peu bétounette, mais qu'est-ce qui passe par la tête de deux scénaristes et de deux réalisateurs, et même d'ailleurs d'un producteur, de dire « Allez, on fait Monte Cristo ». Je sais pas, sur un malentendu peut-être. Non, on sortait de l'expérience des Mousquetaires. Et un jour, on a eu une conversation avec Dimitri qui nous a dit mais vous, c'est quoi votre rêve? Et d'une manière un peu inconsciente, parce que c'était pas du tout délibéré, et c'était pas du tout parce que c'est une chose dont on avait rêvé, mais sans jamais le matérialiser. On a parlé de Monte Cristo à Dimitri, et c'est parti un peu comme une fusée inconsciente et merveilleuse. Donc, je pense qu'on était une nouvelle fois. On savait pas ce qui nous attendait, mais c'était le début d'un truc fou. Cher producteur, est-ce que, donc, ce truc fou? Oui, on avait envie de fresque, en fait. Je pense que dans les référents de cinéma qui nous ont nourris, Mathieu, Alexandre et moi, il y avait ces films qui charrient ces grandes émotions et qui mélangent le rire, la vengeance, et que, quelque part, un peu naïvement, on s'est autorisé à le rêver sans vraiment se confronter à la réalité de ce que ça voulait dire. Parce que, voilà, on procède beaucoup comme ça, on est à l'envie, et je ne sais pas si je leur ai dit quel était votre rêve, mais en tout cas, voilà, il y avait une question de qu'est-ce qui peut mobiliser d'abord nous, et puis après cette équipe absolument incroyable qui a rejoint le film. Donc voilà, l'envie de Monte Cristo, c'est ça. Est-ce que vous voulez commencer les questions? Je crois, oui, monsieur, c'était vous. Bonjour, Laurent Ganassia de CNews.fr et Radio Shalom. Je voulais d'abord vous dire toute mon admiration pour ce superbe spectacle. Merci à Dimitri Rassam et merci à toute l'équipe. C'est superbe. Il y a aussi un travail de montage extraordinaire. J'ai voulu retenir le nom de la monteuse qui s'appelle Célia Lafitte et que je citerai parce que je trouve que c'est un exemple. Elle a dû être chorégraphe dans une autre vie. Alors c'est un peu comme The Voice. On se demande à qui on va poser la question tellement on a envie de vous demander des témoignages. Mais moi, je vais m'adresser à une actrice que j'adore qui s'appelle Anna Maria Vartolomei, déjà depuis l'événement, et Maria également. Il y a une thématique qui revient dans vos films, mais aussi dans celui-ci. Mais c'est une question aussi que je pourrais poser au réalisateur, c'est celui de la rédemption. Le personnage qui est source de rédemption, qui cherche justement la rédemption. On pense à un film sur la vengeance, sur la trahison, mais la rédemption vient couronner justement le propos. Alors est-ce que la rédemption, c'est quelque chose qui vous touche? Et au réalisateur, est-ce que c'était important justement d'en faire finalement le fer de lance de toute cette magnifique entreprise? Merci beaucoup. Merci. Oui, je crois que ça me touche, mais j'ai le sentiment que... Ah, je crois que Bastien arrive. Mais je crois que ce que j'aime par-dessus tout, c'est les personnages féminins qui tentent de s'émanciper d'une emprise. J'avais raison.
qui tente de s'émanciper d'une emprise, et c'est ce qui m'a plu aussi chez Haïdé, c'est qu'elle cherche sa liberté, et puis elle cherche à s'émanciper de l'emprise psychologique de Monte Cristo. Donc il y a aussi une forme chez elle elle lui voue une loyauté infinie, et puis je pense que c'est pour ça qu'elle s'interdira de céder à l'amour et à cette relation naissante, mais elle s'autorisera finalement à se libérer, et je pense que c'est ce qui fait toute la beauté de ce film écrit par Mathieu Delaporte et Alexandre Lapatelière. Donc je cède la parole. Non, je pense que c'était important quand on s'est saisi, qu'on a adapté. C'est vrai que c'est un personnage qu'on a beaucoup retravaillé, le personnage d'Haïdé, parce que c'est une sorte de pendant. Il y a une gémellité entre son parcours et celui de Monte Cristo, de Dantès, parce qu'elle a été elle-même trahie, vendue. Elle a ce feu en elle. Et c'était très important dans ce film qui était écrit à la première personne, qui est l'arrivée de ces nouveaux personnages et de cette nouvelle génération, et qu'on puisse suivre un moment avec presque une bascule de point de vue, sortir du regard de Dantès pour entrer dans le regard d'Haïdé, et de regarder différemment le propre parcours que l'on fait, nous, je pense, comme spectateurs, d'être collés à cette vengeance, d'avoir ce désir de vengeance avec Dantès. Et au moment où ce personnage devient vraiment sombre et gagné par le poison, en fait, que ce soit le regard d'Haïdé qui gagne. Et je pense qu'on avait aussi envie d'éclairer cette histoire par plusieurs formes de rédemption. Une rédemption, je dirais, par l'amour, et une rédemption par une autre forme d'amour ou d'abandon qui est celui de Dantès à la fin. Je suis Chiara Ugolini, La Repubblica, Rome, Italie. J'ai deux questions pour les metteurs en scène et pour Pierre Nini à propos de notre acteur, Pier Francesco Favino. Donc, je voulais savoir comment vous l'avez choisi, pourquoi lui, et à Pierre, comment vous avez travaillé ensemble. C'était un petit morceau de ce merveilleux film, mais très intense. Merci. C'est en fait quand on avait très envie que ce soit lui qui joue le rôle de l'abbé Faria. On en avait parlé avec Dimitri, et on disait on adorait que ça soit lui, mais ça nous paraissait presque impossible parce que c'est un acteur qu'on admire avec Alexandre. Moi, je trouve que c'est un des plus grands acteurs dans le monde, et je le trouve extraordinaire. Dans La Taupe, je trouve qu'il aurait mérité tous les prix. Dans Le Traître. Le Traître. Je me trompe. Dans Le Traître, je trouve qu'il aurait mérité des prix. Là, il était incroyable. Et je pense que ils ont des points communs avec Pierre, l'un et l'autre, et Pierre pourra répondre. Ce sont deux acteurs extraordinaires qui aiment jouer. Et je trouve que c'est une leçon, parce que c'est quelqu'un qui arrive sur le plateau, il est extrêmement prêt, il est extrêmement facile, il a une gourmandise dans le jeu, dans l'écoute. Et ça prouve que le talent, quand il est là, il est au service de... Ce n'est absolument pas quelqu'un de difficile. Les scènes, elles étaient longues dans la cellule. On passait des journées entières dans une petite pièce. Et ils étaient l'un et l'autre, là, tous les matins, avec une envie de bien faire, de travailler. Donc, c'était vraiment des scènes extrêmement agréables à tourner. Moi, je partage totalement cet avis. Enfin, j'avais la sensation, effectivement, avec lui, de partager cette culture du continent de l'enfance, quoi, de protéger ce truc très précieux de notre rapport à l'enfance qu'on a, je crois, quand on est artiste. Puis je le souhaite en fait aussi à tout le monde, mais c'est vrai qu'on le cultive peut-être encore un peu plus quand on est acteur. Et il avait vraiment ce qui peut paraître paradoxal, parce qu'il apporte dans ce film son charisme, une voix très profonde comme ça, avec des basses assez impressionnantes, où il vacille un peu entre quelque chose, une figure paternelle à laquelle on a envie de s'attacher, à laquelle on a envie de croire, et en même temps de l'autre côté un petit grain de folie qui était parfait pour l'abbé Faria, où on se demande si il ne raconte pas n'importe quoi avec cette histoire de trésor, si c'est pas juste un fou dans une cellule depuis je sais pas combien d'années. Donc, ce qui peut paraître paradoxal avec ça, c'est que malgré ce côté très impressionnant en fait de l'acteur et du personnage, de ce qu'il proposait pour l'abbé Faria, il y avait cette enfance et cette petite connerie dans l'œil, j'ai envie de dire, mais qu'il est bon de cultiver, moi je crois. Et du coup, moi j'avais un plaisir immédiat avec lui à chercher, à être un peu comme deux animaux, quoi, quand le premier regard où ils arrivent à se prendre dans les bras, deux prisonniers qui n'ont pas touché d'autres êtres humains pendant des années,
C'était un grand moment de jeu pour moi avec lui et j'étais honoré et très très fier de pouvoir partager des scènes avec lui quand, Ça marche. quand les réalisateurs m'ont annoncé que c'était lui. Et une belle mort aussi. Je trouve Oui. que toutes les morts sont très réussies alors que c'est un truc compliqué à faire au cinéma. Et l'abbé Faria meurt bien. Tout le monde meurt. Non, mais vraiment, meurt bien. Non, mais c'est pas ironique ce que je dis. C'est compliqué de filmer des gens qui meurent. Moi, j'ai une petite réserve sur Pierre Francesco, c'est quand il arrive quelque part, tout le monde tombe immédiatement amoureux de lui. Et je trouve que c'est très injuste pour les autres, nous, simples mortels. C'est le seul bémol, ouais. C'est l'Italie, c'est l'Italie. Une autre question. Bonjour, alors, je m'appelle Yael Kahn. Tout d'abord, félicitations pour ce film. Vous avez réussi à me tenir en haleine pendant 3 heures. Et je suis également très sensible à la musique des films que j'ai également beaucoup aimé. Alors, ma question, elle est pour vous, Pierre Ninet. Donc, vous interprétez Edmond Dantès. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'incarner un héros d'un grand classique de la littérature française à ce moment même de votre carrière? Quelle préparation ça a nécessité pour vous personnellement? Et aussi, est-ce que vous pourrez revenir... est-ce qu'il y a eu des scènes qui ont été plus compliquées que d'autres à préparer? Peut-être revenir sur la scène de l'évasion ou d'autres scènes que vous avez peut-être appréhendées plus que d'autres. Merci. Merci beaucoup. J'ai déjà oublié la première question. Cata. C'est Dantès. Qu'est-ce que ça fait? Bah non, non. Oui, non, mais Parce que c'est la première fois que tu l'entends. Ouais, oui. C'est Edmond Dantès, le monsieur. Edmond Dantès, c'est ça, le film Monte Cristo. Okay. Non, j'étais évidemment, c'est un grand cadeau pour un acteur parce que il y a une partition magnifique de passer de l'innocence à le sentiment de trahison absolument terrible par son entourage, par la société. Et puis passer de ça à la souffrance physique, la souffrance mentale, le désespoir, et puis presque la folie. Il s'agit de jouer un héros, de jouer quelqu'un qui se prend pour Dieu, qui se prend peut-être même pour le diable à un moment finalement, de passer d'un statut de justicier à celui peut-être de monstre. Donc toutes ces questions extrêmement excitantes et profondes et presque philosophiques, elles m'ont passionné et j'ai vécu ça comme un grand cadeau. Je leur redis à chaque fois que je vois le film, voilà, je suis très heureux de faire partie et d'avoir fait un film comme ça dans ma vie. Je sens bien le caractère très unique et précieux des films comme ça dans une filmographie et dans une vie d'artiste et d'homme. Donc je suis très heureux. Après, le côté on va dire, figure de la littérature, j'essayais de ne pas me faire peser ça trop sur les épaules. J'ai la chance de venir du théâtre où forcément on rencontre des personnages où les gens ont déjà, le public a déjà parfois une image et voire une passion, voire une obsession pour des Molières, des Racine, des Corneille. Donc ça m'a aidé aussi à désacraliser un peu la chose et se dire on va proposer une nouvelle version qu'on va essayer de rendre moderne, qu'on va essayer de rendre palpitante, mais aussi noire. C'était très important pour nous, tragique, comme ça peut l'être dans le roman. Cette noirceur, on était persuadés que les spectateurs y étaient prêts. Batman étant un héritier du Comte de Monte Cristo, on pourrait croire qu'il y a des références à Batman, mais c'est plutôt dans le sens inverse. On est en fait revenu à la source de Dumas, qui est déjà assez noir et qui présente cette espèce de justicier qui a tous les moyens du monde en étant un des hommes les plus riches au monde. Et puis après, sur la préparation, il y a eu plein de choses. On a fait de l'escrime beaucoup avec Bastien. Du cheval, j'ai essayé de rejoindre le niveau de mes partenaires, Laurent Lafitte et Julien de Saint-Jean notamment, qui étaient déjà de très très bons cavaliers. Donc c'était un bon challenge. Et puis après, sur la partie apnée, effectivement, c'était assez passionnant. Je me suis entraîné avec le champion du monde d'apnée, tout simplement, qui est français, donc grande fierté, qui a tenu apparemment 11 minutes 30 sans respirer dans l'eau, je ne sais pas comment. Et, il a essayé de m'apprendre du coup, j'ai pas fait 11 minutes, mais il m'a appris 2-3 petits secrets que je ne révélerai pas. Et effectivement, je suis passé de 1 minute 45 à 3 minutes 45 avec 4 petits secrets assez simples. Serrer le périnée. Serrer le Pierre Ninet, plus précisément. Oh là 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 là, que la conférence de presse prend un très mauvais tour. Et merde.
Et merde, on avait dit qu'on faisait un truc sérieux et on a dit Périnée dans les 10 premières minutes. Bon, c'est pas grave. Moving on, comme ils disent. Non, donc non, l'apnée, c'était passionnant pour cette scène. Et effectivement, les réalisateurs voulaient qu'on fasse un truc vraiment... Non, Anaïs. Vraiment, please, help me. Vraiment prenant. Et ce plan séquence, effectivement, où Edmond Dantès essaie de s'évader de la prison et cette sensation de claustrophobie, de ne pas pouvoir sortir d'un sac lesté qui coule de plus en plus profond dans l'océan. Et donc, forcément, ça demandait un peu d'apnée. Et quand Pathé a reçu les rushs, la première chose qu'ils ont dit, c'est « Vous l'avez pas fait en vrai, ça, avec l'acteur ». Donc, on s'est dit « C'est bon signe, c'est qu'on a fait un truc assez dangereux. » On l'a fait en vrai. Et on l'a fait en vrai, et on a pu le faire grâce à cet entraînement. C'était inédit, c'était super à faire. Ça fait partie de ces grandes aventures de cinéma. Périnée. Terminé. Hi, my name is Lina Bassi, Day Night TV Ukraine. Thank you very much for your fabulous film. My question is for the directors, both of them. Could you please talk about the visual look of the film? These design, the costumes and camera. What was your strategy in order to achieve historical credibility and the atmosphere of the very famous fable? Thank you very much. Merci. On a, dès le début avec Mathieu, quand on a commencé à travailler avec notre très, très brillante équipe, donc Nicolas Bolduc, le chef opérateur, Stéphane Taillasson, chef décorateur, et Thierry Delettre au costume, on avait envie avec Mathieu, dans le désir du film, il y a dans Monte Cristo, dans le roman et dans ce qu'on avait envie de faire, il y a une rencontre de genres. On est dans une forme de voyage dans les genres du cinéma. Et donc on savait qu'on allait travailler sur plusieurs genres et on voulait renouer vraiment avec une flamboyance, la flamboyance du Technicolor, en réinventant en fait une forme de 19e siècle. Il y a une chose qui est absolument géniale dans Monte Cristo pour le cinéma, c'est que c'est quand même l'histoire d'un homme qui crée une forme de théâtre, une artificialité. Il crée une enceinte, il crée une arène où tout est inventé. Monte Cristo n'existe pas, son château n'existe pas, rien n'existe. C'est un homme dantesque, caché. C'est comme un acteur metteur en scène qui met en scène sa vie et sa vengeance. Donc ça nous donnait une licence, une liberté pour réinventer, avec pour nous une forme de référence qui était de renouer avec, je dirais, de la couleur, ce qui était une chose très importante. Et comme on se disait avec Mathieu, comme Hitchcock qui filme Cary Grant dans La mort aux trousses, qui est poursuivi par son avion dans ce thriller avec ciel saturé de bleu, on voulait que cette vengeance très sombre se fasse à l'intérieur de quelque chose qui devienne vénéneux par sa couleur, et une forme de couleur assez étouffante. Quoi de plus jouissif qu'un revenge movie, franchement? Moi, je suis d'accord. Ah bah ouais, Question suivante. Oui. Bonjour, Gérard Chargé, Cinézoom. Moi, j'ai une question pour les réalisateurs. Nous, en tant que spectateurs, quand on a vu pas mal de versions, ou même parfois des pièces de théâtre sur le personnage, on s'amuse à repérer des choses que l'on n'a jamais vues dans les autres. Est-ce que pour vous, ça a été quelque chose, un exercice qui a fait partie de votre travail d'écriture pour l'adaptation? Et puis pour les comédiens, interpréter comme ça un personnage qui a déjà été joué, est-ce que vous faites abstraction de tous les autres comédiens qui ont joué? Alors là, notamment, il y a des gens de théâtre, il y a Monsieur Lafitte, vous êtes à la Comédie Française, donc vous êtes habitué à reprendre des personnages. Comment? Non, je disais j'étais. Ah d'accord, pardon. Merci. Récent, Au générique, c'est marqué pourtant encore. Oui. Voilà. Merci. En tout cas, voilà, comment on perçoit cela quand on réinterprète un personnage qui a déjà été joué par vos pairs? Merci. Alors, première question. En fait, quand on a la gageure de l'adaptation, c'est que le roman fait à peu près 1400 pages. Si vous le remettez en version de scénario, vous êtes à, je sais pas, 3000 pages, et que vous avez droit, vous, à 300 pages de scénario. Vous avez de toute façon l'obligation de faire des choix et d'être... J'ai vu la tête de Dimitri sur les 300 pages.
Et donc c'est le choix, c'est de faire une sélection. Et au fond, on n'a pas tellement regardé les différentes versions avant nous. On en a regardé une ou deux pour voir justement ce que les metteurs en scène avant nous avaient choisi de garder ou de conserver ou de ne pas conserver. Mais on s'est surtout concentré sur nous, l'écriture qu'on avait envie de faire du roman, la réécriture du roman, et de suivre le personnage de Dantès, d'être vraiment complètement de son point de vue. Et ensuite, on a vraiment repris la main sur l'écriture de ce film, mais sans vraiment chercher à se démarquer des versions précédentes. On s'est dit que de toute façon, le livre existera pour toujours. Il y aura des films avant nous, des films après nous, et qu'il fallait qu'on essaye de faire la version la plus personnelle possible, parce que c'est ça qui était intéressant. Jouer Oui. Jouer. Jouer. Voilà, jouer. Oui, tiens. Est-ce que ça t'évoque l'orthographe? Jouer. Non, moi, j'ai pas du tout regardé, par exemple, d'autres versions de Monte Cristo. Et quand je joue un rôle qui a déjà été joué par d'autres acteurs, ce qui arrive plus souvent au théâtre qu'au cinéma, mais ça arrive aussi au cinéma, comme vous l'évoquiez, j'ai tendance au contraire à faire abstraction de tout ce qui a été fait avant pour être ni impressionné ni influencé. Donc personnellement, j'ai pas du tout regardé d'autres versions. Je suis retombé un peu par hasard sur la version de Jean Marais, qui devait fonctionner à l'époque. J'imagine. Non, mais c'est trop facile d'arriver 40 ans après et de dire c'est un peu vieilli. Mais je suis pas tombé, en tout cas, j'ai pas regardé une version intimidante du personnage de Vous travaillez non plus. J'ai pas travaillé, c'est un principe de base. Voilà. Je peux rebondir? Oui, mais je voulais justement, Anaïs. J'ai extrêmement envie de rebondir. Non, c'est que je voulais dire aussi, c'est vrai que quand on s'empare d'une œuvre aussi universelle, que les gens connaissent, pour nous acteurs, c'est vrai que la facilité, c'est plus de s'approprier les choses, quoi, et de chercher son propre chemin vers le personnage. Mais c'est vrai qu'on sent, quand les gens nous en parlent, qu'il y a déjà quelque chose qui précède le film, en fait. C'est tout l'imaginaire que les gens ont nourri en lisant le livre. Et donc moi, je sais que quand on me dit « Ah, tu joues Mercedes !» avec des yeux comme ça, je me dis « Oula, il a beaucoup d'attentes. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, Mercedes ?» Et il y a des gens qui seront déçus, des gens qui seront surpris, parce qu'il y a effectivement plein d'adaptations et de choses transformées par l'écriture et par le scénario de Mathieu Alexandre. Oui, il y a 24 ou 25 versions, non, je crois, adaptation de cette histoire, déjà. Bah, si je peux me permettre de rebondir aussi, si le truc c'est de rebondir. Parce que j'aimerais demander à Anaïs, parce qu'il n'y a pas que le jouer Mercedes, mais je trouve que vraiment le personnage que vous avez écrit, adapté, est vraiment un personnage romantique. Enfin, c'est vraiment le personnage féminin romantique dans toute sa splendeur, c'est-à-dire la jeunesse, la souffrance, la déception, une femme qui s'éteint un peu, qui se fane. Enfin, il y a vraiment, c'est une ampleur. Magnifique. Comment on joue ça, quoi? Comment même on se fane, en fait, à l'écran, enfin. En se laissant aller. En se laissant aller à sa nature. Non, en gros... non, mais c'est vrai que c'est un rôle assez génial. Tu l'as vraiment bien résumé, parce que c'est un rôle secondaire, mais qui contient énormément de choses. Il y avait ce défi du temps qui passe, des deux époques, l'insouciance de ce personnage au début, une jeune femme qui est assez sauvage, malgré sa bourgeoisie. J'aime bien, parce on sent qu'elle a un fond très libre et qu'elle a une espèce de croyance dans l'existence. Elle pense que les choses vont bien se passer. Et puis, finalement, la vie la rattrape et la violence de cet amour perdu l'éteint un peu pour toujours. Et voilà, moi, je trouve que c'est les plus beaux personnages, c'est les grandes amoureuses qui sont finalement contrariées et qui ne peuvent pas aller au bout de leurs sentiments. C'est des très, très beaux personnages de cinéma. Il y a plein de films que j'adore et qui contiennent ce genre de rôle. Donc, j'étais ravie d'avoir à jouer ça. Bonjour, Shimon Soufia, Mouvilleneuve, une question pour Pierre Ninet. Tu as parlé du registre très noir et très tragique de ton personnage. Nous, spectateurs, on t'a vu récemment dans des rôles bien plus comiques, voilà, comme chez Michel Gondry ou dans la série Fiasco. Donc ma question, c'est la suivante. Comment tu arrives à basculer comme ça dans des registres aussi drastiquement opposés entre deux projets comme ça? Merci beaucoup. Moi, c'est mon grand plaisir d'acteur, hein, c'est de faire des choses différentes. Je vais revenir un peu au théâtre. Voilà, je suis passé aussi par la Comédie Française, comme Laurent. Et c'est vrai que le fait que j'ai connu ma formation au théâtre, ça m'a toujours
paru normal de jouer de la comédie et du drame et de la tragédie. Et pour moi, c'est la nature même de mon travail et de ma formation. Ma curiosité naturelle m'emmène là. Et c'est vrai que dès que je finis un thriller, j'ai envie de faire une comédie. Et dès que je finis une comédie, je suis très heureux de m'embarquer sur un film comme celui dont on parle aujourd'hui. Donc, je ne me pose pas vraiment la question parce que pour moi, c'est le même métier quand même. Hein. C'est toujours être très au premier degré, faire comme si, qui est encore une fois, je le disais au début, quelque chose de très enfantin en fait, qu'il faut s'attacher à ne pas perdre. Et donc, en fait, c'est toujours, pour moi, c'est un peu toujours la même chose, quoi. Il faut être très sincère, se demander comment le mieux raconter une scène, raconter une émotion, une intention. Donc voilà, et je pense que je l'espère. Toute ma carrière, je ferai des choses différentes. Et parfois, c'est vrai que là, le hasard du calendrier fait que Fiasco, c'était il n'y a pas si longtemps, et que Monte Cristo arrive bientôt. Et que c'est vrai que c'est un grand écart de style et de personnage. Mais pour autant, moi, j'aime bien ça. J'aime bien aussi ne pas entretenir mon propre désir pour ce métier et peut-être aussi le désir des spectateurs en faisant des choses très différentes. Moi, j'aimerais poser une question aux méchants. Donc, à Laurent Lafitte et à Bastien Bouillon. Vous êtes dans le jugement déjà. Elle montre je suis. C'est vrai, je suis pas objective. Non, je voudrais savoir parce que dans Monte Cristo, il y a vraiment différentes sortes. Il se venge de différentes sortes de méchants, disons. Hein. Il y a l'orgueil, la puissance politique, et du côté de Bastien Bouillon, c'est plutôt une espèce d'homme lâche qui essaye d'être plus noble qu'il n'est et tout. Comment on joue les nuances de méchanceté, voilà. Les 50 nuances de méchanceté. Comment on joue ces méchancetés-là? Ce qui est intéressant, c'est que c'est un trio de méchants. Il y a Patrick Mille également. Bien sûr, il y a Patrick. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun existe, mais d'une manière différente, sur une partition différente. Et c'est vrai que le personnage de Bastien, Morcerf, a quelque chose d'assez, un peu lâche, introverti, souffreteux aussi. C'est un blessé de guerre, il est accro à l'opium. J'ai bien fait de venir. Et Patrick Mille, lui, c'est plus l'exubérance, le nouveau riche, une forme de vulgarité comme ça, très assumée. Et du coup, moi, j'avais plus trop le choix. Il fallait que je prenne le pari du rien, de la sobriété et du personnage qui, de toute façon, a tellement de pouvoir. Un pouvoir institutionnel, la justice, un pouvoir qui met tout le monde d'accord et qui met un peu tous les hommes au même niveau. Donc il est plus puissant que les deux autres. Donc il n'a pas besoin de... C'est ça que tu te racontes. Il est plus puissant, c'est le big boss en fait. C'est ce que je me raconte. Il a la loi de son côté et je ne sais pas si un jour tu auras affaire à la loi, mais tu verras. Elle est très puissante. Donc j'ai essayé et je pense que c'est ce qui convenait aussi à nos deux réalisateurs, sinon on aurait trouvé autre chose, mais qu'il fallait le prendre par en dessous, avec beaucoup de flegme, une forme de charme, même à certains moments, quelqu'un de très sûr de lui. Et Bastien? Oui, alors c'est un peu démagogique ce que je vais dire, mais en fait, plus un scénario est bien écrit, plus c'est facile de rentrer dans les lignes. Et là, je pense que nos partitions, à nous, trois méchants, étaient bien écrites et elles étaient déjà au scénario très différentes. Et puis en plus là, au-delà d'un film contemporain, on a la chance aussi d'être tellement grimé, notamment moi avec ces cicatrices, ce costume, cet œil borgne, enfin vraiment. Donc je pense que c'était déjà vraiment là dès l'écriture. Je pense que ça nous a nourris vraiment, je crois. Ouais, je trouve que ce qui était aussi très beau pour nous, c'est de voir. Parce qu'on on s'est beaucoup posé de questions avec Mathieu sur les deux époques, conserver les mêmes acteurs et trouver en fait et sans passer par trop d'artifices justement. Et c'était très beau de les voir et notamment, je dirais, ce trio de Dantès, Mercedes et Fernand, d'avoir ces quelques moments de grâce en fait au début. Et moi, j'ai trouvé ça génial de voir Bastien, s'emparer en fait de ce personnage avec. Et je pense je pense qu'ils ont réussi, nos trois méchants, à ce que, et c'était un désir, on aime passionnément les méchants et on aime les détester et les aimer. Et je trouve qu'ils ont tous trouvé nos magnifiques acteurs
des choses très humaines qui fait qu'on les suit en fait. Il y a quelque chose de... Je trouve qu'on sent un lien en lien avec eux, entre les deux époques, ce qu'ils sont devenus, avec des degrés de monstruosité, je dirais, différents, et l'incarnation de la loi faisant chez Villefort des choses assez répréhensibles, on va dire. Mais je trouve qu'ils ont défendu les choses avec une telle sincérité que ce sont des vrais méchants de tragédie, les méchants de cinéma. Mais je continue d'adorer les regarder parce que je trouve qu'il y a quelque chose de... ils sont tous les personnages principaux de leur histoire. Donc je trouve qu'ils sont des personnages très intéressants et qu'on peut aussi aimer. Et c'est ça qui est touchant. Et je trouve jusqu'au bout avec Bastien dans ce duel final, avec Fernand, je pense que c'est un moment où Dantès et Fernand se retrouvent et finalement se ressemblent dans ce moment de violence. Et donc j'ai eu beaucoup d'admiration pour... je pense que le scénario était super, évidemment. Mais il a été vraiment très bien défendu. Alors, je précise juste que pour la première partie, nous ne sommes pas rajeunis, mais que pour la deuxième... Oh là là, mais dis ton âge, dis ton âge. Non, mais en tout cas, non, mais effectivement... On a tous tiré la partition vers nous. Et donc, Laurent est plus du côté de la justice. Patrick est... Bon, c'est un nouveau riche. Et moi, je suis un homme blessé. C'est romantique. Alors, dans les personnages tragiques du film, il y a aussi celui que vous interprétez. Alors, Julien, moi, j'aimerais savoir, parce que c'est vraiment, là aussi, l'archétype du personnage romantique. C'est le jeune homme qui lui aussi se venge, mais cette espèce de pureté, en même temps d'obsession, de violence, d'ailleurs, qui finit par gâcher sa vie alors que la vengeance est acquise, mais c'est très beau, c'est un personnage très... Et en même temps, vous le jouez d'une certaine manière un peu nouvelle vague, j'allais dire, un peu truffaldienne, je sais pas pourquoi. C'est gentil. Mais oui. Non, c'est vrai que moi, ce qui m'a plu dans ce personnage, c'est qu'on a aussi beaucoup d'empathie, que c'est un personnage qui a souffert, qui a eu des drames dans sa vie, et que si Monte Cristo n'était pas venu le rechercher à l'orphelinat, est-ce que sa vie aurait pris un autre tournant? Est-ce que Monte Cristo n'a pas du tout attisé sa colère? Et ce que j'ai trouvé aussi très bien on fait partie de la vengeance avec Anna Maria et Pierre. Et il y a un truc très jouissif, on est comme au théâtre, comme disait Pierre, il y a un côté où on manipule, on ment, et je trouve que ce côté jouissif que moi j'ai eu plaisir à faire dans le film, c'était, le spectateur le suit aussi, parce qu'il voit, notamment il y a une scène où on voit comment Monte Cristo et mon personnage, et celui d'Aïdé, d'Anna Maria, pourquoi je dis Aïdé, se jouent de leurs personnages et les manipulent. Il y avait ce côté-là vraiment très théâtral, et voilà, c'était très très chouette à faire. Alors justement, moi je voudrais rebondir sur l'aspect théâtral, parce qu'il y a quelque chose aussi... vous parliez tout à l'heure du côté... en fait, Edmond Dantès, il recrée son propre monde. Il a les moyens, donc il recrée cette espèce de château très baroque d'ailleurs. Enfin, vous avez fait des choix très baroques. Mais il y a aussi le truc des masques un peu. Parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse particulièrement Mathieu Delaporte. Mais la notion du masque, la notion de votre visage... C'est très... Devant la glace, il y a ce double jeu. On a l'impression que, évidemment, c'est un acteur qui se déguise. Enfin, toute cette notion du déguisement, elle est assez forte dans le film, non? Elle est très présente. C'est vrai que comme on avait envie de faire la narration du point de vue d'Edmond Dantès et de rester de son point de vue, ce qu'on trouvait intéressant, c'était que le personnage de Monte Cristo soit justement un personnage. C'est-à-dire que Edmond Dantès reste sous le masque de Monte Cristo, et on trouvait effectivement intéressant, le masque, c'est quelque chose sur lequel on a déjà travaillé, on trouvait intéressant qu'il y ait réellement un masque, c'est-à-dire qu'on joue véritablement le fait que ça soit un comédien qui, avant de rentrer sur scène, se grime, se transforme, et crée dans son château vraiment un espace de représentation. Et d'ailleurs, c'est un des éléments qu'on a ajouté dans le film, c'est toutes les répétitions que Pierre fait avec Aïdé, avec Aïdé et André. C'était de montrer à quel point c'est une vengeance qui l'orchestre, qui l'organise, et tout son argent est dédié à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelqu'un qui profite de cet argent. Tout est mis au service de sa vengeance. Le château, même la façon dont on a conçu avec le chef déco, la décoration, on s'est dit tout doit être fait comme un théâtre de représentation. On avait d'ailleurs comme idée de faire toutes les autres pièces vides, mais on l'a abandonné parce qu'on s'est concentré sur le jeu. Mais c'était vraiment quelque chose qui nous intéressait. Et je rebondissais sur la question juste avant.
Au fond, il y a 3 méchants et il y a 3 personnes qui se vengent. Haïdé, Dantès et André. Et au fond, chacun a une trajectoire particulière. Et le personnage d'Andrea, c'est celui qui, au fond, est consumé par sa violence, sa vengeance. Il n'arrive pas à la... Et au fond, il finit tragiquement. Haïdé, elle, au contraire, est la première à y renoncer. Et au fond, le personnage de Edmond oscille entre les deux et finit par basculer du côté de Haïdé. Alors, juste dernière question, puisqu'on parlait des masques. Beaucoup de gens sur la croisette disent qu'en fait, avec le masque de Edmond Dantès, de Monte Cristo, vous êtes aussi beau qu'en vrai. Enfin, ça vous va très très bien. Donc, non mais ce truc... Vous auriez dit plus beau, ça m'aurait vraiment vexé. Mais c'est arrivé sur le tournage, comme me disait, c'est beau comme ça. Et tout. Je disais, ouais, bah ok, je prends archi mal. Non, mais il y a un truc très intéressant de ce masque, mais qui n'est pas, enfin, qui vraiment vous transforme, mais sans que ce soit une caricature, quoi. Enfin, ça fait comment parce que vous êtes beaucoup regardé et dans la glace et dans les rushs. C'est étrange de changer vraiment de tête, mais juste comme ça. Un cran. C'était vraiment le but, ouais. Tout de suite, on s'en est parlé effectivement avec Alexandre et Mathieu. On voulait que le regard d'Edmond Dantès reste pour que les spectateurs puissent avoir accès à l'émotion, reconnaître quand même Edmond sous ce maquillage et sous ce personnage. C'était très important pour pas avoir complètement quelqu'un d'autre et du coup décrocher un peu de l'empathie très importante pour suivre un personnage. J'en profite justement pour rendre hommage quand même au travail des maquilleurs et notamment de Pierre-Olivier Persin qui a fait les maquillages sur ce film. On a passé je sais pas, 150 heures je crois ensemble, moi sur la même chaise pendant 150 heures sur les 75 jours de tournage et la préparation. Ça a été un travail de vraiment à la fois d'artisan et d'artiste très précis. Il est très fort. Je regrette, je le dis là, j'en profite, qu'il n'y ait quand même pas de récompense pour les maquilleurs qui font un travail quand même absolument incroyable. Il y a plein de pays où il y a des récompenses pour les maquilleurs, on ne l'a toujours pas en France, donc voilà, j'en profite pour le dire, ça serait vraiment, je crois, cohérent et logique au vu du travail qu'ils font. Ils sont payés quand même. Non, ils sont payés. Non, ils sont... Alors oui, non, ils sont payés. C'est comme s'il n'y avait aucune reconnaissance. Non, il y a la reconnaissance du salaire. Ça, elle est là. Ça, on ne leur enlèvera pas. Mais toi-même sur tapis, c'était Pierre-Olivier Persin aussi, donc voilà, il est très fort, il a fait plein de films américains aussi, bref, et il y en a plein d'autres. Et oui, c'était étrange de se voir avec ce visage les premières fois, et puis peu à peu, en fait, je passais tellement de temps avec le visage du comte de Monte Cristo que les gens, quand je me démaquillais le soir, le peu de gens qui restaient à la fin de la journée faisaient en me revoyant normal, ils disaient oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, ils me voyaient le matin, on arrivait avant tout le monde, 4 heures avant tout le monde pour faire le maquillage, et puis le temps de démaquiller 1 heure, 1 heure et demie. Donc en fait, les 90% des gens sur le plateau me voyaient en comte de Monte Cristo, parfois pendant des semaines d'affilée. Et du coup, c'était étrange pour eux. Et au bout d'un moment, on avait complètement accepté que c'était mon visage. Mais un de nos grands plaisirs, c'est de voir que les gens nous en parlent, mais pas tant que ça. Et c'est un compliment parce que c'était le but, c'est que ce soit pas un truc trop performatif ou trop, qui dévore un peu le film, ces histoires de masques. Donc on est content et encore une fois c'est grâce au travail des maquilleurs. Mais Pierre, il y a eu aussi cette fois où tu étais grimé à la Bourse, on tournait, tu étais dans ta loge, grimé en Monte Cristo, il y a des gens qui sont passés et qui ont dit « mais c'est Pierre Ninet » et tu t'es dit... Je me suis dit, on a raté le truc, ouais. Je me suis dit, ils m'ont reconnu très très vite. Non, là, c'est... Mais il y avait écrit Pierre Ninet sur la porte de la loge. Ah oui, peut-être qu'il savait lire juste. Bon bah écoutez, je vous remercie, on est obligé de terminer. Je vous remercie beaucoup, un tonnerre d'applaudissements.